Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez à travers le monde, grâce à votre site par excellence, le www.jdnewsagency.com. Encore une fois, dans le cadre de votre émission Top Chrono, aujourd'hui nous recevons pour vous le président du conseil d'administration d'une plateforme qui gère les dépenses publiques en République démocratique du Congo, je disais en passant, donc l'ODEP, qui n'est autre que l'organe de suivi des dépenses publiques ici en République démocratique du Congo. Par la même occasion, je signale qu'ils sont là pour veiller et informer au public comment est-ce que les entrées et sorties financières de la République démocratique du Congo est gérée. Par la même occasion, nous l'avons, je l'ai dit au début de cette émission, que je reçois pour vous le président du conseil d'administration, M. Mouteba, à qui je dis bonjour, monsieur le président. Bonjour. C'est avec un réel plaisir que je vous reçois. La première question qui me passe à l'esprit serait de savoir, autant que tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde, c'est quoi l'ODEP? Parce que moi, je la définis de façon pratiquement survolée. Oui, l'ODEP est l'observatoire de la dépense publique. Et l'ODEP est une plateforme de plusieurs ONG, réseaux de la société civile qui se sont regroupés au sein de l'ODEP pour lutter pour la transparence dans la gestion des finances publiques ou plus globalement pour lutter pour la gouvernance. Nous voulons d'abord non seulement la transparence, c'est-à-dire que les dirigeants puissent comprendre qu'ils ont l'obligation de donner l'information, surtout budgétaire et financière, régulièrement, sous des formes bien précises et dans les temps bien déterminés à l'ensemble de la population. Et ça, c'est une première chose, mais qu'ils doivent aussi comprendre que la population a le droit de faire le contrôle sur ce qu'ils font. Donc, ils ont le devoir également d'assurer la participation des citoyens dans la surveillance, l'évolution et la gestion des finances publiques. Et c'est autour de ces deux grands principes, transparence et participation citoyenne, que s'est fait le travail de l'ODEP. Vous verrez dans la plupart des activités, j'espère qu'on va en parler, que nous avons faites, elles vont dans ce sens-là. Et ça ne se limite pas seulement à la gestion des finances publiques au niveau central, mais ça va jusque dans les ETD, à la base. C'est-à-dire, par exemple, à travers ce que nous sommes en train de promouvoir actuellement avec d'autres animateurs de la société civile, la communauté internationale, le budget participatif, qui est un mécanisme qui permet justement aux populations de participer à la définition, à la détermination de leurs besoins essentiels, fondamentaux, et à les inclure dans le budget des États. Donc, l'ODEP est là, justement, comme vous venez de le dire dans l'introduction, il est l'œil du peuple qui observe comment, entre les recettes publiques, et comment ces recettes publiques sont dépensées par l'État. Parce que, comme vous le savez, le budget c'est une loi qui autorise d'un côté à l'État de percevoir, de l'autre côté de dépenser. Et donc, l'ODEP est là pour veiller à ce que tout cela se passe dans la transparence et dans une gouvernance convenable. Alors, Monsieur PCA, je crois que beaucoup de nos téléspectateurs, aussi des internautes qui nous suivent à travers le monde, aimeraient savoir l'historique. Parce que l'ODEP, aujourd'hui, on en parle en République démocratique du Congo. Vous êtes le président du conseil d'administration. Pouvez-vous nous donner un peu l'historique de cette plateforme? Ok. Donc, je dois vous dire qu'en fait, l'ODEP, pour moi, répond un peu à un rêve que moi j'avais fait il y a 10 ans. Il y a 10 ans, nous avons créé un observatoire citoyen de l'action gouvernementale qui était à cette époque-là dédié à la surveillance de la transition, qui se mettait en route déjà donc en 2003, 2004, 2005,
Et grâce à cet observatoire, nous avons pu, pour la première fois en 2005, faire une première analyse du budget de l'État, qui a été très bien accueilli par la presse. Je me rappelle que le Phare avait publié à la une ce travail. Et enfin, pour la première fois, la population s'intéresse au budget, qui était jusque-là les domaines réservés à un groupe de personnes initiées. Voilà. Et alors c'est comme ça qu'à partir de ce moment-là, petit à petit, nous étions pratiquement les précurseurs à l'époque, mais petit à petit, nous avons aussi formé d'autres. Et d'autres aussi il y a eu des initiatives prises à Bukavu, notamment je me rappelle le CEGEC. Il y a eu des initiatives au Katanga avec la nouvelle dynamique syndicale au Katanga. Ici à Kinshasa, il y avait aussi le Seracob. Et aujourd'hui, on est très nombreux maintenant à travailler sur cette question budgétaire avec des nouvelles organisations qui se sont mises en route. Et finalement, nous-mêmes, acteurs de la société civile, la communauté internationale, ici, je dois citer le PNUD. Le PNUD nous a aidés, d'abord à travers une étude, pour voir et faire l'état des lieux de ce qui se faisait dans la surveillance des finances publiques en RDC. Oui. Et cette étude, je pense, c'était 2010. Et en 2011, elle a donné ses conclusions. Et l'objectif de l'étude, c'était justement de mettre en place l'ODEP, c'est-à-dire une structure qui serait dédiée justement au suivi, à l'analyse et à la transparence des finances publiques dans le pays. Et donc c'est comme ça que, au mois de juillet 2011, après les conclusions de l'étude, on a mis en place l'ODEP avec un certain nombre de structures qui étaient sélectionnées, notamment l'observatoire dont je vous ai parlé, le GATT, qui en 2005 faisait la première analyse. Ensuite sont venus les réseaux, le REGED, les réseaux donc dirigés par un de nos collègues. Il y a eu aussi d'autres structures comme SOS Kinshasa, il y a la LICODEF, RODESIC, le RESIC, la LICODEF, il y a plusieurs structures finalement. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des sous-branches de l'ODEP qui fonctionnent? Oui, parce qu'en fait, l'objectif c'était de capitaliser et de mutualiser nos efforts. Donc chacune de ces structures fait l'analyse et le suivi budgétaire. Certains c'est le budget sensible au genre, comme la LICODEF. Certains c'est la question de la cité, les budgets participatifs, etc. Comme les SOS Kinshasa. Oui. Mais au-delà des membres formels de l'ODEP, nous travaillons aussi avec beaucoup d'autres organisations, parce que lorsque par exemple nous faisons l'analyse budgétaire à Kinshasa, ce n'est pas les 7 ou 8 membres de l'ODEP seulement, nous réunissons parfois jusqu'à 60 à 100 organisations à travers le pays pour faire l'analyse du budget 2015 ou 2016. Nous l'avons fait. Nous avons fait cette analyse avec beaucoup d'organisations qui finalement reprennent les résultats et vont faire la vulgarisation de ces travaux, et les plaidoyers, etc. Alors, donc, voilà un peu, donc l'ODEP n'est pas une plateforme limitée à travailler seulement avec ses membres. Nous travaillons avec, je peux citer quelques organisations comme le CODECI, Mujimai, bon, il y a la plateforme Al-Bumbashi aussi, j'ai un peu oublié le nom, mais qui travaille avec nous aussi, donc sur le suivi budgétaire. Bon, à l'ICASI aussi, hein, nous avons à l'ICASI ou Moja. Oui. Nous avons aussi la commission épiscopale justice et paix du Katanga, donc de Lubumbashi et de l'ICASI, la commission épiscopale justice et paix du Kananga, de Mujimai, de l'Équateur, et à Kinshasa, toutes ces structures de la CENCO travaillent pour la gouvernance participative à travers le CEGP et travaillent également avec l'ODEP, le CODOD. Il y a plusieurs organisations qui sont plus vers le budget participatif, c'est-à-dire vers le budget des ZTD, la participation des citoyens dans la transparence, dans l'élaboration, le suivi, les contrôles du budget des ZTD. Donc nous sommes nombreux aujourd'hui vraiment à nous... Et je disais il y a 10 ans, comme je vous disais, quand nous avons commencé avec le GATT,
Je disais aux amis, je dis, nous devons attendre les résultats dans 10 ans. Et nous verrons qu'en ce moment-là, effectivement aujourd'hui, 10 ans après, je suis heureux que si jamais moi, je prenais ma retraite, eh ben, le mouvement est parti. Et ça continue. Exactement. Voilà, alors on peut se dire, on peut tout se dire, mais la même mise dans la gestion de la chose publique, laquelle le finance. Beaucoup de gens qui nous suivent à travers le monde se posent des questions. Comment est-ce qu'autant, moi-même qui vous pose des questions, j'aimerais savoir le mécanisme mis en place pour vous permettre d'avoir accès de façon directe, sans intermédiaire, à la contrôle même et avoir des résultats fiables. Bon, vous savez, aujourd'hui, l'État congolais, de plus en plus, prend conscience de l'importance et du rôle du contrôle des citoyens sur les finances publiques. Par exemple, ils ont créé, vous connaissez les comités d'orientation des réformes des finances publiques. Aujourd'hui, ces comités gèrent un fonds multibailleur qui s'appelle Profit Congo, qui est un fonds appuyé, financé par les Anglais, par la Banque mondiale, les Belges pour l'instant, et qui, dans ces Profit Congo, il y a un volet appui aux citoyens, appui à la société civile. Et donc, je voudrais vous dire par exemple que bon, nous avons fait dernièrement, dans le cadre de ce projet, qui est géré par le COREF, une étude sur toute l'étendue du pays, sur la participation des citoyens aux finances publiques. Et les résultats de cette étude ont été rendus publics les 18 et les 19 novembre, à travers un forum national auquel ont participé des sommités dans le domaine du budget participatif international. Et nous avons rendu les résultats de cette enquête pour voir quel est le niveau aujourd'hui de participation des citoyens et comment faire pour que ça soit mieux. Au moment où nous parlons, je crois que le COREF est en train de préparer donc la suite, c'est-à-dire les résultats, les conclusions de ce forum vont être vulgarisées dans les provinces. L'objectif, c'est d'aller beaucoup plus loin dans la participation des citoyens aux finances publiques, notamment à travers le budget participatif. Et donc, c'est pour dire que il y a un travail. Au début, je ne peux pas vous dire que c'est si facile. Non, et je ne peux même pas vous dire qu'aujourd'hui, c'est facile, malgré l'existence de ces projets Profit Congo. Non, puisqu'il y a toujours cette difficulté au niveau des administrations. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore compris l'importance de la participation des citoyens. Quand vous leur parlez même de la société civile, parfois ils vous disent « Oh, mais ces gens-là, parfois, bon, ce sont des gens qui sont au chômage et qui cherchent je ne sais pas quoi. » Bon, vous voyez, donc c'est déjà une perception complètement erronée de la société civile. Ce sont des gens qui ont un engagement citoyen. Ce sont des gens qui ont un idéal. Hein, qui ont un idéal. Moi, je suis président de l'ODEP, mais je ne suis pas payé par l'ODEP. Voilà. C'est un engagement citoyen gratuit pour mon pays. Mais pour gagner ma vie, j'ai fait autre chose. N'est-ce pas? J'ai d'autres activités qui me permettent de gagner correctement ma vie. Donc, c'est faux de dire ça de la société civile. Et j'ai été très énervé quand j'ai entendu un responsable public dire ça. Mais j'ai dit, mais vous n'avez rien compris au rôle de la société civile. Elle représente la population. Et quand vous dites ça, c'est comme si vous méprisiez la population. Donc, c'est vous dire qu'il y a toujours des difficultés à ce niveau-là. Mais il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, la société civile est impliquée de plus en plus. J'ai vu, par exemple, le ministre du Budget ou les ministres de Finances, lors de l'ouverture de ces forums, dans leur discours, on a senti que ce sont des gens qui comprennent l'importance, même si au niveau de quelques fonctionnaires, il peut y avoir des problèmes, mais à leur niveau, au niveau politique, ils comprennent l'importance de la participation citoyenne. Et donc, ce n'est pas facile, mais cette participation, elle est vraiment importante. Vraiment importante. Vous l'avez évoqué en passant, que la population aujourd'hui, par votre canal, est par moments sensibilisée et informée quotidiennement sur le contrôle des dépenses publiques faites. Et cela, est-ce que c'est facilement compris par cette population ou il y a encore du travail à faire au niveau de la base? Il y a énormément de travail à faire. D'abord, nous nous sommes battus avec d'autres pour que les gouvernements publient ce qu'on appelle le budget citoyen. C'est-à-dire que le budget là, national, réduit dans 2-3 pages, mais qui donne l'information qu'on peut distribuer à toute la population. Mais le problème aussi, c'est la langue utilisée, monsieur. Très bien, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et il faut aller plus loin. C'est-à-dire que ces documents-là doivent pouvoir être traduits
dans les différentes langues locales et largement diffusé. Vous comprenez? Largement diffusé. Mais il n'y a pas que le budget national. La grande bataille aujourd'hui que nous avons, c'est que le budget des ETD, c'est-à-dire les secteurs, les communes, les villes, que ce budget soit aussi non seulement élaboré avec la participation de la population, mais redistribué à la population. Oui. Hein? Donc ils savent que voilà, et même affiché. Il y a, vous savez, à travers le monde aujourd'hui, des pays comme le Sénégal ou le Brésil, etc., les budgets de la base des communes sont affichés sur des écrans géants. Et chaque citoyen dans une commune, il sait que bon, voilà, pour l'enseignement, voilà, il y aura autant d'écoles, voilà, qui sont construites, qui vont être construites là-bas, pour la santé. Et donc c'est transparent. C'est la bataille. Qu'on arrive justement à ce que l'information budgétaire, financière, soit ramenée dans des textes, dans des documents suffisamment simples, dans un langage clair, qui puisse être diffusé largement auprès de la population. Pour que lorsque vous la mobilisez, elle sait pourquoi vous la mobilisez. Voilà. Alors c'est pratiquement cette bataille que vous le faites. Est-ce que le gouvernement vous accompagne d'une manière ou d'une autre à le faire? Parce que c'est le souci d'éviter d'être aussi mal compris par cette population qui croit que l'argent de l'État est vilipendé ou dispatché de manière un peu... Non, nous, la société civile, en tout cas, les structures qui sont dédiées aux finances publiques, nous ne recevons rien de l'État. Nous sommes appuyés pour l'instant par la communauté internationale. Par exemple, l'ODEP est appuyé par le PNUD, l'ODEP est appuyé par 11-11-11, l'ODEP est appuyé par OSISA, qui est une fondation sud-africaine. Essentiellement, nous avons quelques projets comme ça. Donc, si vous voulez, principalement, j'espère que parmi nos bailleurs, je n'ai oublié personne. Mais voilà comment nous fonctionnons. C'est sur la base d'un appui donc de la communauté internationale, mais de l'État congolais, nous ne recevons absolument rien. Nous ne recevons rien. Ils se sentent quand même à l'aise de travailler avec des partenaires que vous êtes, sans pour autant vous subventionner, parce que vous faites un grand travail, celui de montrer à la population qu'ils font office de justifiable. Mais vous savez, je prends par exemple l'USAID. L'USAID, c'est une agence de l'État américain. 11-11-11 est financé en grande partie par les fonds de la coopération belge, etc. Donc c'est pour dire que le gouvernement congolais devrait comprendre sa chance d'avoir des structures comme les nôtres et de ne pas hésiter à les appuyer financièrement, parce que c'est dans leur intérêt. C'est dans leur intérêt. Vous savez, aujourd'hui, prendre le budget de l'État, l'analyser, montrer que par rapport à la population, les choix de l'État dans tel ou tel secteur ne sont pas bons, qu'il faut, pour la santé, il faut faire ceci, parce que l'État a pris des engagements internationaux. Pour l'agriculture, il faut au moins 10%, accord de Maputo. Pour l'éducation, il faut atteindre au moins 25%. À l'époque, on parlait des objectifs du millénaire, etc. Il faut rappeler ça à l'État. Lorsque le budget arrive à la santé, par exemple, arrive à peine à moins de 10%, l'agriculture moins de 10%, l'éducation atteint à peine 14%, etc. Donc il faut rappeler à l'État que non, vous avez même non seulement des engagements vis-à-vis de la population, mais vous avez des engagements vis-à-vis des accords que vous avez contresignés à gauche à droite avec la communauté internationale. Vous la dénoncez, la faiblesse certaine de... Cette faiblesse, ouais. Oui, bien sûr qu'on la dénonce. Chaque fois que nous analysons les budgets, nous démontrons combien c'est minime. Prenons le cas par exemple de la justice. Le budget de la justice. Le budget de la justice. Il est souvent le parent pauvre de tous les autres pouvoirs. Vous avez le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif qui se taille la part de lion. Et la justice, pratiquement rien. Mais comment vous voulez faire la bonne gouvernance? Comment vous voulez lutter contre la corruption, contre tous ces maux qui font justement que le Congo n'arrive jamais à des budgets importants? Vous savez que cette année, on a annoncé à peine 8 ou 9 milliards de dollars du budget de l'État. Comparablement au Congo-Brazzaville, par exemple? Bon, je prends l'Angola, qui a 30 millions peut-être d'habitants. C'est 70 milliards de dollars, le budget de l'Angola. Le budget de l'Ouganda est de 40 milliards.
n'est-ce pas? Pourquoi Le Congo-Brazzaville ici arrive à 5 milliards ou 6 milliards, mais quand nous disons RDC 8 milliards, ne vous faites pas d'illusions. C'est-à-dire lors de la mobilisation des recettes, on n'atteindra même pas 5 milliards. Là, le Gabon, même pas 1 million d'habitants, c'est un peu comme la commune de Kimbaseke. Ils ont un budget de 5 milliards. Imaginez-vous Kimbaseke, 5 milliards de dollars. Comparativement au Congo, Voilà. le Grand Congo. Voilà. Et donc, c'est pour vous dire que prenez seulement les 5 milliards pour 1 million, multiplié par 70 millions, donc nous, on devrait avoir un budget de 350 milliards de dollars. Vous voyez? Mais le budget n'arrivera même pas à 4 milliards. Et là, les grands problèmes, c'est quoi? Les difficultés de mobilisation, le courage de recettes, la corruption, qui sont... Vous savez, Transparency International vient de publier, comment dirais-je, son rapport annuel. Nous sommes au 147e rang sur 174 pays. La RDC, nous sommes 147e rang. Au niveau du pourcentage, nous sommes cotés 22%. C'est pour dire que le premier, qui est le Danemark, a 91%. Je pourrais vous donner par exemple que le Rwanda, par exemple, est à 54%. Et que le Rwanda est au 44e rang, n'est-ce pas? Trop loin. Nous sommes à 147, le Rwanda est au 44e rang. Je cite le Rwanda exprès, n'est-ce pas, pour choquer l'opinion. Parce que vous connaissez l'opinion des Congolais vis-à-vis du Rwanda, qui est une opinion qui n'est pas justifiée, qui est un peu du... Comment dirais-je, c'est un peu épidermique pour rien. Mais du point de vue de la gouvernance, le Rwanda est un pays qui est bien gouverné, n'est-ce pas? Qui est un pays bien gouverné. Vous voyez même dernièrement, lorsque Kagame organise son référendum pour changer la constitution, ça s'est passé très bien. Aucun problème. Aucun problème parce que voilà, un pays bien gouverné. Et donc, il va être élu pour son 1e mandat. Moi, j'ai dit, Kagame reste toute la vie à la tête du Rwanda. Parce que ça marche. Ça marche. Le pays marche. On n'a pas de pouvoir. Je ne veux pas entrer dans ce domaine-là, mais c'est juste pour vous dire que c'est un pays bien gouverné. Qui aspire à un développement positif. Même au niveau du climat d'affaires, le Rwanda dépasse même des pays européens. Au niveau du climat d'affaires. Donc c'est pour vous dire qu'on peut bien gouverner en Afrique. On peut. Est-ce qu'il y a un problème de volonté Non, je ne voudrais pas entrer dans les jugements. Je suis de la société civile, vous voyez. Je ne veux pas entrer dans les jugements de ceux qui dirigent. Voilà, je ne veux pas entrer dans les jugements, mais je donne seulement l'exemple. Je peux vous donner l'exemple d'autres pays. Vous verrez qu'il y a moyen en Afrique de faire de bonnes choses. Dans Top Chrono, aujourd'hui, nous voulons un peu parler de la gestion des dépenses publiques en République démocratique du Congo. J'ai assisté une fois dans vos différentes conférences de presse, où vous avez carrément dénoncé en disant que, comme vous l'avez dit en même temps en passant, qu'il y a une bonne partie de ce qu'on appelle budget qui est pratiquement réparti, très mal réparti. Il y a ceux qui tirent la part du lion. Par exemple, en passant, on parlait de la présidence de la République. Et de la primature. La primature, il y a tant d'autres secteurs qui consomment le gros lot et le tout petit. Est-ce que c'est aussi une façon de déstabiliser Vous voyez le problème ici, même si on n'a que 9 milliards et qu'on ne mobilise que 4 milliards et demi, 5 milliards, il y a la question de la justice distributive. Et déjà, les gens, la santé, l'éducation n'ont pas grand-chose. Mais lorsqu'il faut maintenant exécuter les budgets, nous avons des services de l'État, des institutions publiques qui font ce qu'on appelle les dépassements. N'est-ce pas? Les dépassements qui va parfois jusqu'à 150%, 200% de ce qui était prévu pour eux. Voilà. Et en même temps, pendant ce temps-là, vous allez voir que beaucoup de services de l'État, surtout ceux qui concernent la population, l'éducation, la santé, les sociales, il y a une sous-consommation de crédit. C'est-à-dire parfois ça appelle s'ils atteignent 20 ou 30% des 14 qu'on avait prévus là. Vous voyez. Donc en fait, les 14, c'est une apparence. En réalité, puisque le budget n'atteint pas les 9 milliards, les recettes n'atteignent pas les 9 milliards ou 8 milliards, qu'ils atteignent la moitié, il faut passer de 14 à 7%, n'est-ce pas? Oui.
puisque le décaissement atteint à peine 20%, alors vous pouvez faire le calcul, jusque vous arriverez à 2-3% pour l'éducation d'un pays comme celui-là, ou pour l'agriculture d'un pays comme celui-là. Dans un pays où la majorité de la population vit de l'agriculture, l'activité principale en milieu rural, c'est l'agriculture. Alors vous imaginez un peu. Et donc c'est ça un peu, cette question, cette exigence de justice distributive dont on ne tient pas compte. Pourquoi faut-il des dépassements là où déjà ils ont des budgets qui sont très élevés? Pourquoi il faut des dépassements? Et ça, c'est également au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Vous n'allez pas trouver des dépassements à la justice, où c'est déjà minime ce qu'on leur donne. Quels sont les effets qui peuvent être facilement ressentis, des répercussions directes au niveau de la gestion de la chose publique? D'abord, c'est très mal réparti de cette manière. Très mal réparti et très mal utilisé. C'est-à-dire les uns peuvent prendre, vous avez prévu 500 millions pour eux, ils peuvent arriver à 1 milliard, sans problème. Les autres, vous avez prévu 200 millions, mais eux peuvent atteindre à peine 40 000 ou 40 millions. Ouais, ça ce n'est pas... Les conséquences, c'est quoi? C'est que les programmes par rapport donc au social ne sont pas mis en œuvre. Hein? Ils sont bâclés. Lorsqu'on veut construire 1000 écoles, eh bien, au finish, il y en aura peut-être 200, ou il y en aura peut-être 300. Hein? D'ailleurs, l'ODEP est en train de faire une étude là-dessus pour savoir qu'est-ce qui a été réellement fait avec ce programme de 1000 écoles. Donc, comment dire, les conséquences, c'est une santé précaire pour les gens, c'est la mortalité infantile pour les enfants, c'est la malnutrition, c'est le chômage généralisé. Parce que vous savez, lorsque le secteur agricole n'est pas soutenu, pourtant, pour nous au Congo, l'agriculture, le milieu rural sont les milieux où on peut créer des millions d'emplois. Vraiment. Mais malheureusement, direct. Et donc, ce qui fait que c'est des jeunes, des millions et des millions de jeunes au chômage, et ça. Et bon, aussi, ça amène la délinquance, la petite, la grande délinquance. Et bon, les conséquences sont nombreuses, sont énormes par rapport à cette manière-là de gérer les finances publiques. C'est pratiquement des années et des années, il y a des gouvernements qui passent. Il y en a mais ça continue. Et qui répartent. Ça continue. Ça continue. Voilà. On peut dire que c'est la race noire. Non, non, je vous ai donné l'exemple du Rwanda. Je peux vous donner l'exemple de l'Angola. Je peux vous donner l'exemple du Ouganda. Je peux vous donner l'exemple de l'Afrique du Sud. Je peux vous donner l'exemple du Maroc ou enfin, il y a des pays où du Burkina Faso, malgré la crise politique, mais ce sont des pays qui sont gérés correctement. Je peux vous donner l'exemple du Sénégal. Je peux continuer. Je peux vous donner l'exemple du Ghana, qui aussi, pour Transparency, est en très bonne place. Donc ce n'est pas un problème de noirs. Eh bien, nous avons un président noir à la tête des États-Unis. Donc c'est pas ça. C'est un problème de volonté politique. Hein? C'est un problème de vision et de volonté politique. Et si on parlait des imprévus en matière de dépenses publiques, des constructions de bâtiments publics de l'État, imprévus, c'est pas budgétisé. On ne retrouve même pas. C'est pas budgétisé. Voilà. D'où sort cet argent? Mais ça, il faut demander au gouvernement. Nous ne comprenons pas. Vous savez, les bâtiments dits intelligents, il a émargé dans quel budget? C'était quelle ligne budgétaire? De quel ministère? Des infrastructures? De quel ministère? Vous pouvez faire pour faire un contrôle, vous verrez que ça n'a émargé de nulle part. Mais alors, d'où est venu l'argent? D'où est venu l'argent? Puisque où est venu l'argent? Donc ça veut dire qu'il y a un budget qui est comme ça, un budget pour la forme, et puis il y a un autre budget parallèle. Donc là, il y a un problème de gouvernance. Il y a un problème de gouvernance. Donc ça veut dire qu'il y a des recettes qui n'apparaissent pas dans dans les budgets, qui ne vont pas au trésor, etc. Mais qui viennent d'où et qui vont où? Et qui sont utilisés comment? Contrôlés comment? Oui. Atteignez-vous le niveau, Monsieur le Président du Conseil d'administration, le niveau de savoir un peu tout ce que nous avons aujourd'hui comme marché contracté, par exemple avec les Chinois qui ont construit des routes, mais qui parfois ne répondent pas. Vous l'avez aussi comme rapport pour nous dire exactement si c'est pratiquement le montant alloué aux travaux qui ne correspondent pas à celles demandées par les Chinois.
Mais vous savez, le problème des Chinois, c'est comme tous les problèmes de les règles de passation des marchés publics en RDC. Et même, je reviens plus loin, c'est-à-dire les programmes des investissements publics. Dans un pays normal, les programmes des investissements publics découlent de la planification globale. Alors, lorsqu'on a un plan de 5 ans, on élabore un programme d'investissement public qui est souvent un plan de 3 ans, 3 ans, 3 ans. Et là-dedans, on prévoit tous les besoins sont centralisés. Il y a chaque ministère, chaque entreprise publique, hein, toutes les provinces, tout est concentré. On sait que dans les 3 années qui vont venir, voici comment nous allons mettre en œuvre le plan, voici le programme d'investissement public. Donc, alors, à partir de là, chaque année de ces programmes constitue la tranche annuelle de ces programmes, c'est ce qu'on appelle le budget des investissements. Et alors, à partir de ces budgets d'investissement, il y a des règles de passation de marché, c'est-à-dire comment ces budgets coûtent autant, comment va-t-on maintenant construire une école, comment va-t-on construire un centre de santé, on lance les appels d'offres, et il y a des gens qui soumissionnent, etc., etc. Maintenant, en ce qui concerne les programmes dont vous avez parlé, des Chinois et autres, ça a été dans quel programme d'investissement public? Les marchés ont été passés? De quelle manière? Hein, toutes ces choses-là ne sont pas connues. Vraiment. Donc on peut se dire que bon, c'est géré, mais le Congo a un problème qu'on peut aujourd'hui dénoncer. D'après vous, c'est quoi le mot qui ronge la République? La mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance. Parce que la mauvaise gouvernance, elle a un impact sur tout. Elle a un impact sur tout. Déjà une faible mobilisation des recettes. Faible mobilisation des recettes. Et avec une faible mobilisation des recettes, la manière dont même ces recettes-là sont gérées, oui. Donc c'est la mauvaise gouvernance à grande échelle, quoi. L'ODEP souffre de quoi aujourd'hui pour bien faire encore plus qu'avant son travail habituel? Parce que, comme je l'ai dit au début de cette émission, dans un continent comme la nôtre, africaine, on peut tout dire, mais mettre la main là où tout le monde essaye de braquer les yeux, peut aussi... Est-ce que vous avez parfois de menaces pour dire que pourquoi vous avez dénoncé ceci, il fallait avoir des informations près de nous? Ça vous arrive aussi? Bon, je sais qu'une fois, nous avions fait une enquête sur les recettes du marché central qui n'étaient pas autorisées parce que le gouverneur, ses ministres et autres ne voulaient pas nous donner l'autorisation. Bon, lorsque l'enquête a été publiée, oui, il y a eu quelques intimidations. Lorsque l'enquête a été publiée, il y a eu des intimidations. Mais vous savez, je suppose que bon, la liberté d'expression, la liberté d'action, qui est garantie par la Constitution, bon, va et continuera à être respectée par tout le monde. Vraiment. Hein, donc, en ce qui me concerne personnellement, non, je n'ai pas encore eu ce genre de menaces. Mais il faut aussi savoir que bon, je suis une figure de la société civile depuis longtemps, que bon, quand même tous les programmes que nous faisons sont aussi appuyés par la communauté internationale, et que bon, tout ça peut dissuader aussi. Ouais. Dissuader. Donc, et surtout, quand nous faisons des analyses, nous les faisons sur la base de leurs données. C'est le budget de l'État que nous analysons. C'est le rapport de la Cour des comptes que nous analysons. Et vous faites carrément fi à ça ou vous faites encore de contre-vérification? Nous vérifions, mais par exemple, lorsque la Cour des comptes dit qu'il y a dépassement, nous ne faisons que reprendre ce que la Cour des comptes dit. Ne trouvez-vous pas que c'est pratiquement répondre ce que l'autre a dit, sans pour autant faire un peu... Non, nous faisons notre critique, mais il faut savoir, c'est-à-dire que le travail de la Cour des comptes nous est très utile, parce que la Cour des comptes n'est pas, je dirais, ils ne sont pas laxistes, ils ne sont pas, comment dirais-je, ils sont objectifs. La gestion de l'État, hein, telle que des budgets, telle qu'elle est faite par la Cour des comptes, elle est faite sur des bases objectives. La Cour des comptes ne défend pas le gouvernement. Non. Souvent, les gens ne savent pas ça.
La Cour des comptes, quand vous lisez ces rapports, sont des rapports objectifs. Et donc l'ODEP récupère ces rapports, fait ses propres analyses, c'est vrai, mais se base sur les données de la Cour des comptes. Lorsque la Cour des comptes dit qu'il y a une mobilisation très comment dirais-je, faible des recettes, la Cour des comptes a raison. Et nous disons, nous reprenons ce que la Cour des comptes, et nous amplifions, parce que c'est la vérité. Peut-être que la Cour des comptes va hésiter à dire non parce qu'il y a la corruption, parce qu'il y a les coulages. C'est là où nous ajoutons. Nous disons c'est dû au coulage des recettes, c'est dû au phénomène de la corruption. Nous ajoutons. Où est-ce que nous en sommes avec le fameux coulage de recettes décrié par le Premier ministre Matata Ponyo? Il a tenu des conférences pour parler un peu de ce qui se passe à travers le pays. Ça a été un soutien pour vous d'entendre ça sortir du Premier ministre qui a trop de dépenses inutiles? Bon, le Premier ministre, c'est bien de le dire. Nous, ce que nous voulons, c'est de combattre. Je vous donne un exemple. À la frontière, aux frontières congolaises, prenons même la frontière entre la RDC et le Rwanda, etc. Combien de marchandises entrent et sortent qui ne payent pas des droits d'entrée? La fraude à la frontière, à Kasumbalesa, la fraude est énorme. Notre problème, c'est quoi? Qu'on combatte cette fraude. Qu'on combatte cette fraude pour permettre à ce que toutes les recettes douanières rentrent dans les caisses de l'État. C'est ça que nous nous demandons. Ce n'est pas qu'ils nous disent oui, il y a coulage. Comment combattre ces coulages? Comment faire en sorte que lorsqu'un agent de la DGI va pour faire un contrôle quelque part, au lieu de ramener 1 million dans les caisses de l'État, on lui propose peut-être un pourboire, il se contente peut-être de 50 000, et le chef d'entreprise en question, ça fait combien? Ça fait 950 000 $ qui sont perdus pour les caisses de l'État. Oui. Donc il y a beaucoup de, comment dirais-je, beaucoup de choses, et un combat à mener d'une manière avec toute la sévérité pour lutter contre la corruption et lutter contre le coulage de recettes. Là, vous voyez, pour 1 million de dollars, monsieur est corrompu avec 50 000, mais 950 000 sont perdus pour les caisses de l'État. Ce double phénomène doit être combattu avec la dernière énergie. Et c'est la raison pour laquelle la justice doit être soutenue. Les magistrats doivent recevoir des consignes de sévérité. Mais un magistrat aussi qui reçoit 400 ou 500 $ par mois, vous comprenez, il a un pouvoir énorme. Et alors, comment il va vraiment faire son travail correctement? Il aura du mal. Voilà. Donc, ouais. En tant qu'expert en la matière, nous avons essayé un peu d'avoir une idée sur le fonctionnement de l'ODEP. Quand on parle par exemple des dépenses de fonctionnement, on parle de dépenses de transfert en nature, on parle des dépenses d'investissement. Comment vous la définissez d'après vous? Les différentes dépenses. Effectivement. Les dépenses d'investissement, ce sont comment dirais-je, les investissements, par exemple au niveau social. Ce sont les écoles. C'est les centres de santé. Au niveau des infrastructures, d'autres infrastructures, ce sont les routes. Ce sont les bâtiments de l'État. L'État peut même, comment dirais-je, participer dans la construction des infrastructures à travers des associations avec d'autres, des bailleurs de fonds, etc. Donc l'investissement permet à l'État, dote à l'État des moyens nécessaires pour gérer le social de sa population, mais aussi même l'économique. Hein? Les bonnes routes permettront à ce que les agriculteurs puissent facilement découler le marché. Voilà. Donc, ce sont ces investissements-là qui sont importants pour l'avenir. J'ai suivi, par exemple, hier, sur Afrique 24, où l'on disait que le Maroc avait prévu 18 milliards de dollars d'investissement public pour l'année 2016. 18 milliards, s'il vous plaît. 18 milliards en termes d'investissement. Mais l'investissement, c'est ça qui prépare l'avenir, n'est-ce pas? Ça qui prépare l'avenir. Nous avons une population qui augmente régulièrement, n'est-ce pas? Alors, ça veut dire des nouvelles écoles, ça veut dire des nouveaux hôpitaux, de nouveaux centres de santé, de nouvelles universités. Hein? Tout cela doit être programmé, planifié. Vous comprenez? Hein?
Tandis qu'ici chez nous, lorsque même on prévoit des dépenses d'investissement, lorsqu'il faut, comment dirais-je, couper quelque part, souvent on va couper dans les dépenses d'investissement. Alors que c'est ça qui prépare l'avenir. Hein, c'est ça qui prépare l'avenir. Donc, voilà, il y a autre dépenses. On peut parler aussi de dépenses de transfert en nature. Comment vous pouvez la définir? Bon, ça c'est l'État peut, comment dirais-je, parfois au lieu de donner des fonds hein, pour aider au démarrage de tel ou tel projet, l'État peut aussi donner des biens en nature. Il peut donner des concessions, il peut donner à une école des bâtiments, etc., etc. Je n'en connais pas beaucoup, hein. Je n'en connais pas beaucoup. Ouais, je n'en connais pas beaucoup, mais l'État peut donner des biens qui lui appartiennent, soit pour des raisons d'équiper au niveau social, soit pour des raisons de donner au niveau, contribuer à la mise en œuvre des investissements, voire même productifs. L'État peut faire ce type de transfert, mais je n'en connais pas beaucoup. Voilà, il y a aussi les dépenses de fonctionnement. Là, les dépenses de fonctionnement, ce sont les dépenses qui recouvrent les charges récurrentes de l'État, les salaires, les fournitures, et toutes ces dépenses qui permettent donc de faire tourner la machine administrative de l'État ou des entreprises publiques. Donc ce sont ce qu'on appelle donc les dépenses de fonctionnement. En passant, vous avez fait allusion aux 1000 écoles annoncées par le gouvernement, par l'entreprise du Premier ministre à Pognon, qui l'a annoncé. Vous avez prévu, n'est-ce pas, je vous ai carrément suivi, entendu dire, que vous allez suivre à la lettre, pas à pas, la réalisation de ces fameux 1000 écoles qui, d'après vous, en est où? La première, notre enquête établit que lors de la première année, donc le premier lot, on n'est pas arrivé au-delà de 5 ans. L'enquête est là, il va être publié. On n'est pas allé, on n'a pas atteint. Même pas 50 écoles livrées. Non, on n'a pas atteint 500. Maintenant, livré, là, c'est l'enquête, les résultats de l'enquête vont nous dire, mais il n'y a pas eu 500 qui ont commencé à être, voilà. Donc, ça ne dépassera pas les 500. Ça ne dépassera pas les 500. Et donc, quand on dit 1000, je pense qu'on exagère. Il n'y a pas eu 1000. Il y a eu quand même un démarrage. Maintenant, tous, ce sont les conditions d'octroi des marchés pour pouvoir exécuter ces écoles. Et financièrement, déjà, à vous entendre, le budget alloué à l'éducation nationale est tellement faible. Et la primature s'engage à réaliser 1000 écoles. C'est clair que l'argent sortira certainement du bailleur de fonds ou ailleurs. Non, c'est un financement autonome. C'est-à-dire que ça provient de l'État congolais. Ça provient de l'État congolais. Bon, j'espère que ça apparaîtra dans le budget de 2016. Pourquoi vous espérez alors que c'est fait par le gouvernement de la République? Non, mais parce que le gouvernement, à travers un certain nombre de dépenses, est habitué à faire des investissements qui ne sont pas prévus au budget. Nous l'avons vu avec les bâtiments dits intelligents. Il est sorti de nulle part. Alors qu'au niveau du budget de l'État, on n'a pas vu les prévisions qui étaient faites. Peut-être une façon d'impressionner la population. Non, on n'impressionne pas. Nous ne sommes pas dans la jungle. Non, nous ne sommes pas dans la jungle. La gouvernance est transparente. L'État, le Parlement vote le budget, qui est une loi, qui autorise le gouvernement à percevoir autant de recettes. La loi ne dit pas qu'en dehors de ces 9 milliards, vous devez percevoir encore 2 ou 3 autres milliards à part. Non. Et qui autorise le gouvernement à faire des dépenses. Comme le budget est équilibré pour ces montants-là. Et si jamais il y a un déficit, le Parlement autorise l'État à trouver des financements qui peuvent être par des emprunts publics ou privés, ou ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe. Et donc vous ne pouvez pas, en dehors du budget de l'État, nous dire « Ah, vous savez, ce bâtiment-là, il a coûté 100 millions, mais c'est venu d'où ?» Vous voyez, là, il n'y a pas de transparence. Là, il y a vraiment
mauvaise gouvernance. Hein. C'est bien d'en faire la publicité, mais il y a des règles. Il y a des règles de fonctionnement dans les finances publiques, hein, et des gestions de finances publiques. Et donc vous ne pouvez pas sortir de ces règles pour dire nous avons voulu impressionner. Non. Peut-être qu'ils sont passés par la planche à billets. Non, le saurait, il le dirait. Il devrait le dire s'il y a planche à billets. Il devrait le dire. Et faire planche à billets, c'est provoquer l'inflation. Donc il devrait le dire s'il y a planche à billets. Ce n'est pas le cas. Alors d'où est venu l'argent? C'est la question qui reste posée à moi, à vous, et à toute la population congolaise. Nous tendons lentement, mais sûrement à la fin de cette émission. Pensez-vous que les dépenses publiques en République démocratique du Congo a un avenir auquel nous pouvons espérer un jour voir le Congo fonctionner dans les normes et les dépenses respectées selon la prévision du budget? Il y a un grand travail. Le travail à faire reste entier. Il est énorme pour que l'on puisse arriver à ce qui est vraiment transparence dans la gestion des finances publiques. Il y a qui est la volonté d'abord de combattre la corruption, de combattre... Mais le chef de l'État a tenté par plusieurs fois de le faire. Je crois que c'est quand même le commencement. Comment Moi je ne suis pas au courant. je le saurais. Moi, il a tenté comment? Moi, je n'ai pas vu comment il a tenté de... Une façon de restaurer par moment la justice, et c'est un peu de... Mais la justice n'est pas restaurée. La justice, elle est dans un état lamentable. La justice, elle est dans un état lamentable. La communauté internationale, par exemple, qui construit ici un parquet, qui a des projets d'appui à la justice, oui. Mais le budget de la justice, consultez, je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est vraiment les parents pauvres des parents pauvres. Donc il n'y a pas de volonté... Allez, on a mis en place, il y a à la présidence un conseil spécial chargé de la lutte pour améliorer la gouvernance. Je ne vois pas, moi je ne vois pas. Je constate seulement que nous sommes toujours au 147e rang mondial des pays corrompus. Et donc 22%, on nous donne 22%, alors qu'il y a des pays qui sont, des pays africains aussi, mais qui sont à 50, 60, 70%, ainsi de suite. Donc je dis non, je crois qu'il y a... Je n'ai pas vu, justement, moi j'en appelle justement au chef de l'État. J'en appelle au chef de l'État pour lui demander de s'impliquer dans la lutte contre la corruption, de s'impliquer dans la lutte contre le coulage de recettes, d'être sévère vis-à-vis de ceux qui sont accusés de détournement des fonds publics, de rechercher vraiment tous ces gens et de les punir, de donner l'exemple. Mais rappelez-vous, moi je ne vais pas loin, son père, Mzee Kabila, quand il est arrivé au pouvoir en 1997. Mais parler de détournement était relevé de l'impossible. Voilà. Parce qu'avec lui, il suffisait d'être soupçonné. Et vous étiez à Makala. Et je ne veux pas citer le nom des gens ici, beaucoup de ses compagnons, de la première heure, ont été arrêtés pour des simples soupçons. Puis on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien, et puis ça. Donc, lorsque le président de la République dit les portes des prisons seront ouvertes pour les gens, les corrompus, pour les détourneurs de fonds publics, etc. Nous voulons que ces portes de prison, que ces prisons soient remplies, ces gens-là. Mais nous attendons toujours, n'est-ce pas? Il ne faut pas qu'on arrête seulement les petits voleurs de la rue, etc. Il y a les voleurs à col blanc, n'est-ce pas? Ce sont ceux-là que nous voulons voir dans les prisons. Avec des exemples médiatisés, etc. Ça va servir, ça va dissuader les autres, n'est-ce pas? Vous vous rendez compte, la petite corruption seulement ici fait honte sur la rue. Vous êtes au volant de votre voiture, vous devez toujours avoir un peu de 500 francs quelque part là. Parce que quand vous arrivez, vous donnez la... C'est un geste qui est devenu... Donc notre police, elle est corrompue au grand jour. Et au vu au sud de tout le monde. Autant de roulage, autant... Voilà, et c'est vous voyez, vous êtes derrière, vous voyez comment celui-là a donné. Les pauvres policiers, vous arrivez, ils vous supplient. Parfois, on est tenté de le faire, mais c'est pas bon. Vous voyez. Donc, vous voyez à quel niveau, quel est le niveau de la corruption dans ce pays. Nous avons atteint quel degré. Alors moi, je veux, quand vous dites le président veut faire, qu'il fasse, qu'il donne des exemples comme ça, qu'il fasse, pour que les gens qui sont corrompus, qu'ils puissent aller remplir les prisons.
Nous sommes pratiquement à la fin. Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'ADEP, un message à la population congolaise, tant nationale que ceux qui sont à travers le monde, qui pourront probablement suivre cette émission, c'est qu'ils peuvent retenir. Qu'est-ce que vous faites comme travail pour le bien-être de la République démocratique du Congo? Ce que je peux dire à tous les Congolais et à tous nos amis africains, européens, américains, de bonne volonté, c'est que le travail que nous faisons, c'est un travail qui doit permettre à ce que le Congo disponibilise de tous les moyens, que ces potentialités deviennent des moyens réels en liquide au service du développement et du progrès social de la population de la RDC. Et c'est ça ce combat. Et je peux vous assurer, mes chers compatriotes et mes amis de l'étranger, que c'est un combat difficile. Parce que vous devez comprendre vous-même, lorsqu'un pays qui a autant de richesses potentielles, qui a plus de 70 millions d'habitants, mais dont les recettes ne peut compter que sur 4 ou 5 milliards de dollars pour une année, quand des pays comme l'Angola, 30 millions d'habitants, qui n'ont pas plus de richesses que nous. Ils ont du pétrole, nous avons du pétrole. Nous avons plus que ça même. Autant nous avons plus d'espace que certains. Que ça. Et arrive quand même à 70 milliards. 70 milliards. Vous devez comprendre qu'il y a beaucoup de milliards qui vont où, qui ne sont pas mobilisés, qui vont. Donc, c'est ce combat-là. Parce que pour faire le développement du Congo, nous avons construit les écoles, les usines, développer l'agriculture, appuyer l'agriculture, développer l'agro-industrie. Nous avons besoin de beaucoup de moyens pour appuyer tous ces programmes de développement. Mais ces moyens, pour l'instant, nous échappent. Et c'est ce que nous demandons à tout le monde, de contribuer à ce combat qui n'est pas facile. Contribuer à ce combat. Et voilà, donc, si j'ai un message, c'est que chacun contribue à ce combat. Que nous pouvons mener seuls, non. C'est vrai qu'au Congo, nous avons déjà beaucoup d'autres compatriotes qui les mènent avec nous, mais que tous nos amis de par le monde nous soutiennent dans ce combat, qui est un combat difficile parce que l'homme congolais, la mentalité de ceux qui dirigent, de ceux qui sont dans l'administration, etc., il y a un état d'esprit, il y a une culture de la prédation, une culture de la mauvaise gouvernance qu'il faut extirper du Congolais. Et donc c'est un grand travail aussi au niveau du changement de mentalité pour que ce Congo, ce pays, puisse être bien gouverné et que pour que, comme disait François Fanon, le Congo c'est la gâchette. La gâchette qui va permettre à l'Afrique d'aller de l'avant. Tant que le Congo continue à être en retrait, le Congo fait perdre à l'Afrique encore des décennies, beaucoup de décennies. Pour des raisons d'actualité, demain c'est déjà la finale entre la République démocratique du Congo et le pays auquel nous allons faire face. Un peu du sport, ça fait un peu du bien. Quel est votre pronostic déjà? C'est déjà demain la finale. Moi je crois que 2-0. 2-0. 2-0 en faveur de la RDC. Voilà, je ne veux pas suppiter, mais 2-0 parce que quand même l'autre équipe est aussi une bonne équipe. Vraiment. Et donc je pense que 2-0 pour la RDC. Ouais. Voilà, tout est bien qui finit bien. Nous sommes à la fin de cette émission. Top Chrono a reçu pour vous dans ce numéro le président du conseil d'administration de l'ODEP, qui n'est autre que une plateforme qui s'occupe de la suivi quotidienne des dépenses publiques en République démocratique du Congo. C'était un réel plaisir pour moi, Christian Ali Moulinda, de vous la présenter. Je vous fixe rendez-vous pour la semaine prochaine pour un autre numéro avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur votre site le www.jdnewsagency.com.